Et si les élections n'étaient qu'une simple mise en scène, conçue pour donner l'illusion du choix et légitimer un pouvoir sans partage? En Ouganda, le vote vient à peine de se terminer, mais déjà l'air est lourd, étouffé par la peur et la suspicion. Le dépouillement se déroule dans l'opacité la plus totale, chaque étape semblant écrite d'avance. Le président Yoweri Museveni, en place depuis près de 40 ans, revendique sans attendre plus de 88% des suffrages. Ce chiffre, il l'annonce avec la certitude de celui qui tient tout entre ses mains. Pourtant, avant même l'ouverture des urnes, ses opposants, au premier rang desquels Bobi Wine, dénoncèrent déjà une fraude généralisée. Comment croire à la sincérité d'une élection lorsque des voix d'alerte s'élèvent avant même le début du scrutin? L'atmosphère est irrespirable. Internet a été coupé 2 jours avant le vote, paralysant les échanges, supprimant toute possibilité de témoigner en direct. Les médias, réduits au silence, ne peuvent relayer ni contrôler ce qui se passe dans les bureaux de vote. Les rares observateurs, eux, sont intimidés et tenus à l'écart, incapables de garantir la transparence du processus. Dans ces conditions, peut-on vraiment parler d'élection? N'est-ce pas plutôt une opération de communication au service d'un régime qui refuse toute alternance? Si l'on accepte de telles pratiques, c'est la mort de la démocratie qui se joue sous nos yeux, une acceptation silencieuse de la dictature et la négation du droit de chaque citoyen à choisir son avenir. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'ampleur de cette manipulation, il faut revenir sur les faits et décrypter les méthodes utilisées par le pouvoir en place. Voyons maintenant, étape par étape, comment ce verrouillage du processus électoral s'est mis en place et pourquoi il menace l'espoir démocratique de tout un peuple. Comment fabrique-t-on une élection truquée au XXIe siècle? En Ouganda, la réponse se décline en plusieurs actes, tous orchestrés pour étouffer la voix du peuple avant même que le scrutin ne commence. Quelques jours avant l'élection, le gouvernement plonge le pays dans le silence. Internet coupé, sous prétexte de limiter la désinformation. Mais dans les faits, ce blackout numérique prive des millions d'Ougandais de tout moyen de communiquer, de se mobiliser, de témoigner. Les journalistes, déjà sous pression, voient leur travail réduit à néant. Impossible de diffuser une image, de vérifier la réalité sur le terrain, d'alerter l'opinion internationale. Sur place, c'est la peur qui domine. L'immense majorité de la population comprend que le jeu est faussé d'avance. Beaucoup se disent « Pourquoi risquer sa sécurité ? Pourquoi voter si le résultat est déjà écrit ?» Résultat, une participation électorale historiquement basse. Dans de nombreux bureaux de vote, l'affluence est à peine perceptible, reflet d'un peuple résigné, convaincu que son choix n'a plus aucun poids. Mais ce n'est qu'une facette du dispositif. À côté du silence imposé, il y a la mécanique de l'intimidation. Opposants frappés, militants arrêtés, observateurs internationaux empêchés d'accéder aux bureaux de vote ou expulsés sans explication. À l'entrée des centres électoraux, des hommes en uniforme distribuent des billets devant tout le monde. Acheter des votes n'est même plus dissimulé. Cette brutalité, ce cynisme, visent à faire passer un message simple. Ici, le pouvoir décide, la rue obéit. Ce climat délétère n'est pas sans conséquences. Quand la confiance disparaît, c'est tout un peuple qui se tait, qui renonce à s'exprimer et à croire en l'avenir. L'élection devient un rituel vide, une mascarade qui ne trompe plus personne, mais qui enferme la société dans une spirale de résignation. Mais la manipulation du scrutin va encore plus loin. Elle s'immisce jusque dans les coulisses techniques du vote, là où la fraude devient invisible et pourtant décisive. Quand le pouvoir écrit lui-même le score avant même le dépouillement, à quoi bon voter? Cette question, en Ouganda, n'est plus théorique. Elle est devenue la réalité froide d'une élection où chaque étape semble avoir été dessinée d'avance pour servir un seul homme et un seul camp. Le jour du scrutin, tout a basculé. Les procédures, pourtant présentées comme des garanties de transparence, ont été modifiées à la dernière minute. Promesse phare du gouvernement, la biométrie, censée rassurer et sécuriser les électeurs, n'est plus obligatoire. Résultat, la porte est grande ouverte aux manipulations, aux votes multiples, aux identités douteuses. Le fichier électoral, censé refléter la volonté du peuple, s'est révélé truffé de doublons, d'anomalies grossières, de noms fictifs.
Les partis d'opposition, les ONG, les citoyens ordinaires ont dénoncé ces irrégularités depuis des semaines, sans obtenir la moindre correction. Le silence des autorités s'est transformé en mépris. Puis vient le moment du dépouillement. Là où le suspense devrait être à son comble, tout semble déjà écrit. Les premiers résultats, puis les suivants, collent exactement aux prévisions du président sortant. Un pourcentage triomphal, annoncé depuis des jours par le pouvoir, comme si la victoire n'était qu'une formalité administrative. À quoi bon compter quand le chiffre final est connu d'avance? Pour garantir ce scénario, le régime n'a rien laissé au hasard. Le vote électronique, présenté comme une innovation, a été imposé partout. Pourtant, le jour J, l'Internet est brutalement coupé sur ordre du gouvernement. Impossible de vérifier, de transmettre les résultats en temps réel, d'alerter sur les fraudes. L'outil numérique devient l'arme du silence. Face à ces verrouillages, l'opposition a tenté de résister. Mais la violence a été systématique. Arrestations arbitraires, passages à tabac, menaces, tout est justifié par le pouvoir au nom de la lutte contre la fraude. Une fraude que lui seul semble organiser. Les observateurs indépendants sont intimidés ou expulsés, les témoins bâillonnés. Accepter de telles méthodes, c'est valider le règne de l'arbitraire. C'est dire, en somme, que l'alternance politique n'est plus qu'un mythe, que la liberté peut être suspendue d'un coup de décret, que la dignité du peuple ne compte plus. Le risque est immense. Si l'on s'habitue à ces manipulations, il ne restera bientôt plus rien de la démocratie, ni en Ouganda, ni ailleurs. Le constat est amer, mais il est essentiel de le regarder en face, car les conséquences dépassent largement le cas ougandais. Ce qui se joue ici touche l'ensemble du continent africain. Comment défendre la démocratie face à une dictature numérique qui avance masquée? Regardons ensemble ce que cela signifie pour l'avenir de toute une génération. Après 40 années de règne, voici qu'un 7e mandat se profile en Ouganda. Dans ce contexte, que reste-t-il à espérer pour un peuple qui n'a connu qu'un seul visage à la tête de son pays? Une génération entière d'Ougandais est née, a grandi et atteint l'âge adulte sous le même président, sans jamais voir la moindre alternance possible. Ce constat pèse lourdement sur la jeunesse. Comment croire encore au pouvoir des urnes lorsque, scrutin après scrutin, le résultat paraît écrit d'avance? Le message envoyé aux jeunes est désespérant. Voter ne changerait rien. La souveraineté populaire leur échappe, confisquée par un système verrouillé. Cet échec démocratique s'appuie sur une stratégie redoutable: l'isolement informationnel. À chaque moment critique, le régime n'hésite pas à couper l'accès à l'Internet et à contrôler les médias, rendant impossible toute surveillance indépendante ou mobilisation citoyenne. En réduisant la population au silence, le pouvoir étouffe toute contestation et interdit l'émergence d'une opposition crédible. Le plus inquiétant, c'est que ce modèle risque de faire école ailleurs. D'autres régimes autoritaires sur le continent africain observent et pourraient bien s'inspirer de ces méthodes pour perpétuer leur emprise, sous couvert de stabilité ou de sécurité. Si l'Ouganda donne le ton, combien d'autres peuples verront, eux aussi, leur avenir confisqué? Face à ces pratiques, le ressentiment de la population s'accroît. Beaucoup se sentent impuissants, dépossédés de leur droit à choisir et à rêver d'un avenir différent. La tentation du repli, de la résignation, ou au contraire celle de la colère explose. L'issue de cette impasse ne concerne donc pas seulement l'Ouganda. C'est l'ensemble du continent africain qui se retrouve à la croisée des chemins, entre la perpétuation d'une démocratie simulée et le sursaut nécessaire pour reconquérir la souveraineté populaire. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir politique de toute une génération, le risque de voir s'exiler les espoirs, et peut-être le basculement définitif d'un continent entre résignation et révolte. Ce choix, il appartient au peuple, mais il interpelle la conscience de chacun, bien au-delà des frontières ougandaises. Pourtant, même dans cette nuit politique, des voix s'élèvent et des stratégies émergent pour résister. Quel chemin reste ouvert pour ceux qui refusent l'injustice? Si la vérité ne passe plus par les urnes, comment la faire entendre? Ce n'est pas une question abstraite, c'est la réalité de millions de citoyens privés de leur voix en Ouganda, mais aussi ailleurs sur notre continent. Face à la censure et à la fermeture d'Internet,
il devient vital de créer et de renforcer des réseaux alternatifs. Quand les médias officiels se taisent ou mentent, ce sont les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes chiffrées et même les simples appels téléphoniques entre citoyens qui font circuler l'information authentique. Chaque message, chaque vidéo partagée malgré les coupures, compte. C'est ainsi que la vérité survit à la répression. La mobilisation internationale, elle aussi, joue un rôle essentiel. Quand la diaspora africaine, les ONG, les journalistes étrangers relaient ce qui se passe sur le terrain, ils brisent le mur du silence. Ils exercent une pression sur les régimes pour qu'ils sachent que le monde regarde, que les manipulations ne passent pas inaperçues. Mais cela ne suffit pas. Sur place, il faut défendre envers et contre tout l'observation citoyenne. Chaque photo, chaque témoignage, chaque récit posté, écrit ou même simplement raconté à voix haute construit la mémoire collective et sert de preuve. Multiplier les formes de témoignage, c'est empêcher l'oubli et l'effacement des faits. Nous devons aussi exiger la transparence totale et dénoncer fermement chaque coupure d'Internet lors d'un processus électoral. Priver un peuple de communication, c'est priver une élection de sa crédibilité. La communauté internationale doit se mobiliser pour que chaque coupure soit perçue comme une violation grave des droits fondamentaux. Et au cœur de ce combat, la jeunesse africaine se dresse en première ligne. C'est elle qui invente de nouveaux moyens de contourner la censure, qui ose prendre la parole, qui refuse le fatalisme. Soutenir cette jeunesse, c'est investir dans un vrai changement, durable et profond. Ne pas agir, c'est accepter que la dictature numérique s'installe partout, silencieusement. Mais agir, c'est refuser la résignation, c'est retrouver le pouvoir de choisir son destin, ensemble, malgré la peur ou les menaces. Rien n'est encore joué. Mais pour préserver la démocratie, il faut rester unis, lucides et prêts à défendre la vérité, coûte que coûte. Face à la fabrication de la réalité, qui osera encore défendre la vérité? En Ouganda, nous avons vu comment une démocratie peut être volée à visage découvert. Ce n'est pas qu'une question de chiffres ni de pourcentage gonflé à 88%, mais bien la négation même du droit du peuple à décider de son avenir. Aujourd'hui, ce scénario ne se répète pas seulement à Kampala, il menace chaque pays africain où la technologie, détournée, sert de bâillon. Refuser cette manipulation, c'est refuser que la voix des peuples soit réduite au silence. Si nous restons indifférents, si nous acceptons que la volonté populaire soit confisquée, alors c'est notre liberté, notre dignité et notre futur politique qui disparaissent, lentement mais sûrement. L'indifférence alimente la peur, elle donne du pouvoir à la répression. Abandonner la lutte, c'est laisser voler à jamais la voix des peuples. Mais chaque mot échangé, chaque information partagée, chaque question posée, fait reculer la peur et ouvre la voie à l'espoir d'une véritable alternance. La démocratie ne s'offre pas, elle se défend, au prix du courage, de la solidarité et de la vérité. Alors, qui aura le courage de briser le silence? Qui s'érigera contre la manipulation et l'oppression numérique? Face à l'injustice, chaque acte compte, aussi petit soit-il. Il n'y a pas de fatalité, mais un choix collectif à faire. Accepter l'ordre imposé ou défendre le droit de choisir. L'avenir de la démocratie africaine dépend de notre détermination à ne pas céder à l'indifférence. Car ce combat dépasse les frontières de l'Ouganda. Il s'adresse à chaque citoyen africain qui croit qu'une autre réalité est possible. Refusons d'être complices par notre silence.